Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté! Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet naturopathique et un sujet un peu brûlant. J'ai eu l'idée de faire ce podcast, cet épisode, parce que j'ai eu des commentaires suite à mon épisode sur la gestion du stress, où je vous disais de privilégier les céréales complètes. Et donc, certaines personnes m'ont dit que ce n'était pas bon de consommer des céréales complètes parce qu'il y avait des antinutriments dans les céréales complètes et que ça pouvait amener à la déminéralisation. Donc, on est vraiment parti dans l'extrême extrême. Alors certes, il y a des antinutriments dans les céréales complètes, mais comme vous le savez, je n'aime pas du tout les choses qui sont classées, catégorisées, tout à fait binaires. Il n'y a pas des choses qui sont extrêmement bonnes ou extrêmement mauvaises. Et donc, comme j'ai eu plusieurs réflexions dans ce sens, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un épisode sur les antinutriments pour vous expliquer déjà ce que c'est, comment cela fonctionne, comment on peut diminuer la concentration de ces fameux antinutriments dans notre alimentation et que il faut parfois prendre du recul sur ce que l'on nous dit. C'est devenu très, très à la mode cette histoire d'antinutriments, tout le monde se jette dessus. Voilà, moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, on ne soit pas capable de mettre un peu de recul, de remettre en cause et en question certaines choses, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ne soit pas totalement catégorique face à certaines informations que l'on nous donne. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer cet épisode. C'est important pour moi quand même de faire cet épisode parce que vous allez comprendre, si ce n'est déjà fait, que rien n'est à 100% bon pour votre santé et rien n'est à 100% mauvais. Les gens qui vous diront ça c'est très mauvais et ça c'est très bon, ça c'est de l'alimentation saine et ça pas, pour moi c'est clairement, désolée mais c'est clairement du bullshit. Une alimentation saine pour moi est potentiellement très mauvaise pour une autre personne. Ce que je considère comme être une alimentation saine, c'est parce que cela correspond à mon corps, mais peut-être que cette alimentation ne va pas être digérée par une autre personne en fonction de nos antécédents, de notre porosité intestinale, de nos allergies, en fonction de notre façon de vivre. Il n'y a pas d'aliment miracle et j'ai envie de vous dire, si vous mangez que de la salade toute votre journée pendant un mois, cet aliment qui est censé être sain va devenir pas sain du tout pour vous, puisque vous allez manquer d'énormément de macros et de micronutriments et que ce n'est pas sain d'abuser des choses saines. Ok, ça c'est dit. Donc on va pouvoir commencer l'épisode. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les antinutriments? Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ce sont des substances qui sont naturellement présentes dans les plantes et qui peuvent réduire l'absorption de certains nutriments lorsque nous les consommons. Donc en fait, ces antinutriments, ils sont le plus souvent présents dans la coque
des plantes. Donc c'est pour ça qu'on dit que les céréales complètes sont très riches en antinutriments, puisque ces antinutriments se trouvent dans la cosse, en fait dans la coque. Et donc c'est ce qui n'a pas été retiré lorsque vous consommez des céréales complètes. Et c'est ce qui est retiré lorsque vous consommez des céréales blanches. Donc ces substances, elles vont réduire potentiellement la valeur nutritionnelle des aliments. Parce que en fait, ces antinutriments, ils vont capter et garder certains minéraux comme le fer, le calcium, le phosphore, le zinc, de manière à ce que la plante ait tout ce dont elle a besoin plus tard pour grandir. Et ben, nous, quand on va consommer ces antinutriments qui renferment en eux ce fer, ce calcium, ce zinc, ce phosphore, etc., on n'a pas forcément la possibilité de casser ce complexe. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir absorber tous les micronutriments que contient la plante. J'espère que vous me suivez jusque-là. C'est les antinutriments les plus communs. Alors, je vais vous donner les noms. Il n'y en a pas des milliards, il y en a 6. Ce sont les lectines, l'oxalate, les phytates, le fameux acide phytique dont on vous parle tout le temps quand on parle des antinutriments, les substances goitrogènes, les phytoestrogènes, ça aussi vous avez dû en entendre parler avec cette histoire du soja, et les tanins. Pardon, les tanins. Les tanins, vous avez dû aussi en entendre parler. Ils sont présents dans le thé, dans le café, le chocolat, etc. Et donc tous ces antinutriments, ils sont principalement contenus dans les légumineuses, les céréales complètes, les graines, les noix, les légumes et les fruits. Bref, tout ce qui provient des plantes. Ok. Donc c'est vrai que là, du coup, ça a donné un super argument pour tous ceux qui sont, d'ailleurs on se demande pourquoi, mais qui sont anti-végétariens, anti-régime plant-based, etc. En disant oui, vous voyez, vous mangez des plantes, mais en fait c'est plein d'antinutriments et vous êtes carencé, etc. Bon, ok, très bien. Je suis pas sûre que dans un régime totalement carné, on ait tout ce dont on a besoin. Et encore une fois, c'est pour ça que l'homme est omnivore et qu'il va varier son alimentation. Bref, ce sera le sujet d'un autre podcast. Donc, on va reprendre un petit peu tous ces antinutriments un par un pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, je vous parlais en premier des lectines. Les lectines, ce sont des protéines. Ces protéines vont se lier aux glucides. Et les lectines, elles sont résistantes à la dégradation enzymatique de notre système digestif. Vous savez que pour digérer, en fait, notre système digestif va, grâce à des enzymes, découper toutes les molécules des aliments que nous consommons. Eh bien, ces lectines, ces protéines, sont résistantes en fait à ce découpage enzymatique de notre système digestif et donc elles ne sont pas dégradées. Donc normalement, en fait, ces lectines, elles sont produites par les plantes pour se protéger. Voilà, tout simplement, les plantes vont produire ces lectines de manière à se protéger des insectes, des animaux qui vont être susceptibles de les manger, etc. Ensuite, je vous ai parlé des phytates, donc ce fameux acide phytique qui est très répandu dans les végétaux et qui sert en fait de stockage du phosphate végétal. C'est une source d'énergie pour la plante et c'est un antioxydant qui permet la germination des graines de la plante. Donc, vous commencez à comprendre en fait que ces antinutriments, ce sont des choses qui sont indispensables à la croissance des plantes et des végétaux. Ensuite, je vous ai parlé de l'oxalate ou de l'acide oxalique. L'oxalate est une substance qui va former des sels insolubles avec certains minéraux. Donc, par exemple, avec le sodium, le potassium, le calcium, le fer, le magnésium. Et voilà, donc l'oxalate va se lier avec tous ces minéraux et former un sel insoluble. Au sein des plantes, les études montrent qu'ils assureraient une
des fonctions diverses et variées, comme la régulation du calcium. Du coup, quand la plante a trop de calcium, hop, l'oxalate va venir se lier à lui et du coup va le maintenir avec lui. Ils assurent aussi la protection des plantes et la désintoxication des métaux lourds au niveau des plantes. Donc c'est quand même très intéressant cet oxalate. Ensuite, on a les tanins. Donc les tanins, ça fait partie de la famille des polyphénols qui sont présents dans les aliments végétaux. Et qui sont responsables de cette amertume que vous pouvez retrouver dans certains fruits ou dans certaines boissons, notamment le chocolat, le café, le thé, les fruits rouges et le vin rouge. Hein. Je pense que les tanins, en fait, j'ai oublié de le mentionner au début, mais on connaît les tanins par rapport au vin rouge. Et ces tanins, ils protègent les plantes et ce sont des antioxydants. Ils ont également des propriétés prébiotiques et ils exercent des activités antimicrobiennes contre les déséquilibres de la flore intestinale. Donc là, on en est à la 4e famille d'antinutriments. Vous commencez à comprendre que, alors certes, ils peuvent avoir des effets négatifs, on va dire ça comme ça, mais que quand même, le mot antioxydant, protection, euh, euh, prébiotiques, etc. Tout ça, ça revient quand même très très souvent. Hein. Donc on poussera un petit peu plus loin après, mais voilà, vous commencez à comprendre que ce n'est ni noir ni blanc. Ensuite, on a les aliments goitrogènes. Donc, les aliments goitrogènes, ce sont des agents qui interfèrent au niveau de la fonction thyroïdienne et qui peuvent augmenter le risque de goitre et de maladies thyroïdiennes. Donc, elles sont principalement retrouvées dans des plantes comme les crucifères, le soja ou le manioc. Donc, ça, on le verra plus tard, mais c'est vrai que ça peut être des substances qui sont à éviter lorsque vous souffrez d'une maladie thyroïdienne. Et ensuite, on va avoir les phytoœstrogènes, donc qui sont des substances d'origine végétale. Je le redis, attendez. Ce sont des substances d'origine végétale avec une similitude structurelle de notre estradiol, hormone sexuelle chez la femme. Donc peut-être que je ferai un épisode sur ça, mais ces phytoœstrogènes, petite parenthèse, ont été roulés dans la boue quand on a commencé à consommer du soja, en disant que c'était plein de phytoestrogènes et que ça avait un rôle œstrogène-like chez les femmes et que ça pouvait augmenter le risque de cancer du sein, de cancer de ménopause, de troubles hormonaux, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai accentué le mot végétal. Les phytoœstrogènes, non, phytoœstrogènes, il y a phyto. Phyto, c'est végétal. Donc, certes, il y a une similitude structurelle, mais c'est un œstradiol qui provient des plantes. Je vous rappelle que nous sommes des mammifères. Ok. Donc, en termes de récepteurs et d'activité dans notre corps, ça ne peut pas, comment dire, ça ne peut pas liker, avoir une. Des fois, j'ai des mots anglais qui me viennent, désolée. Ça ne peut pas mimer, voilà, ça ne peut pas mimer totalement l'effet de l'œstradiol, alors que c'est une substance d'origine végétale. C'est juste une piste de réflexion que je vous donne. Je pense que je ferai un épisode sur ça parce que c'est vraiment, c'est un peu fou en fait ce qu'on nous a mis dans la tête et ça perdure encore maintenant malheureusement. Donc voilà, je pense que je ferai un épisode uniquement sur ça. Donc je vous ai parlé un petit peu de ces 6 classes d'antinutriments. Alors, il faut savoir dans quels aliments on va retrouver ces antinutriments. De manière non exhaustive, les lectines, vous allez pouvoir les retrouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, les pois, dans les céréales, donc bien sûr les céréales complètes, les graines, les oléagineux, donc les amandes, les noix, les choses comme ça, les fruits, les légumes et le soja. Au niveau de l'oxalate, donc de l'acide oxalique, vous allez les retrouver dans les épinards, les blettes, les betteraves, les oléagineux, les légumineuses, les patates douces, les pommes de terre. L'acide phytique, cette fameuse acide phytique, vous allez les retrouver également dans les légumineuses, les céréales complètes, les noix, les graines. Donc, vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes aliments.
Les tanins, vous allez les retrouver, comme je vous le disais, dans le thé, le café, le chocolat. Vous allez également les retrouver, dans, les fruits rouges, les pommes, les fruits à noyaux, donc les pêches, les abricots, les nectarines, le vin rouge, les noix. Les aliments goitrogènes, donc ceux qu'il faudrait limiter si vous avez des pathologies thyroïdiennes, on va les retrouver dans les crucifères. Donc les crucifères, ce sont les choux, le chou cal, le chou frisé, les choux de Bruxelles, le brocoli, etc. Le manioc, qui n'est pas un crucifère, hein, c'est un tubercule. Et les phytoestrogènes, vous allez les retrouver dans tous les produits à base de soja, donc le tofu, le tempeh, le miso, le lait de soja, voilà, les graines de lin et en plus de ça, et les graines de sésame. Donc, maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur ces antinutriments, la question qui se pose est de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour notre santé. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse toute tracée. Donc, les antinutriments, ce sont des antioxydants. De nombreuses études ont prouvé qu'ils avaient un rôle de protection contre les cancers et ils sont anti-inflammatoires. Les antinutriments font partie intégrante de l'alimentation naturelle de l'homme, omnivore et anti-inflammatoire, non transformé, riche en végétaux. À partir de là, je pense que j'ai tout dit. L'homme est omnivore. Bien que je sois végétarienne, j'ai totalement conscience de ça. L'homme est omnivore. Et lorsque on vous donne une alimentation naturelle anti-inflammatoire et non transformée, votre alimentation va être à 80% végétale. Donc, ce qui veut dire que dire qu'une alimentation riche en antinutriments, donc riche en végétaux, serait mauvaise et mènerait à la déminéralisation de votre corps, c'est totalement antinomique en fait. Ça devrait faire tilt en fait dans notre cerveau en se disant mais attendez, je suis en train de dire une chose qui n'a aucun sens. Et c'est l'alimentation naturelle de l'homme en fait. C'est une alimentation non transformée. Les fruits, les légumes, les oléagineux, les légumineuses et les céréales font partie à 80% de la base de l'assiette de l'homme. Tous ces antinutriments jouent un rôle majeur dans la prévention et la réduction des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les AVC, les démences et le diabète. Cependant, bien évidemment, dans certaines conditions, leurs effets sur la réduction de l'absorption de certains minéraux et leur toxicité potentielle peut poser problème. Chez certaines personnes qui souffrent d'un intestin poreux, de polyarthrite, de maladies auto-immunes, de difficultés à absorber le calcium en cas d'ostéoporose, d'anémie en cas de carence en fer, on va bien entendu faire attention à notre consommation d'antinutriments, donc de ces aliments. Et je vais vous donner par la suite de quelle manière on peut réduire cette concentration d'antinutriments. Mais voilà, c'est uniquement dans certains cas, pour certaines personnes ou dans certaines périodes de vie. Mais actuellement, les recherches scientifiques considèrent que les avantages pour la santé de consommer ces aliments l'emportent, mais de loin, sur les méfaits potentiels de ces antinutriments. Vous savez, c'est cette fameuse balance bénéfice-risque. On en a tous entendu parler. On est bien sur la balance bénéfice-risque. Là, on y est, mais à fond. Donc, on va reprendre un petit peu chacun de ces antinutriments. Au niveau des lectines, les recherches montrent que les aliments qui sont riches en lectines, s'ils ne sont pas préparés correctement, notamment au niveau du temps de cuisson, peuvent entraîner une intox alimentaire. Par contre, s'ils sont correctement préparés, ils ne provoquent aucune inflammation, aucune perméabilité intestinale et aucun problème d'absorption des nutriments. C'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Okay, donc voilà. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des années derrière moi de médecine et d'un boulot médical et paramédical. Donc voilà, au niveau des recherches, on en est là. Les lectines agissent comme un antioxydant qui va protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres
Je vous en ai déjà parlé de ces fameux radicaux libres. Et en fait, les lectines, elles vont également ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Donc, ça peut être très intéressant chez les personnes diabétiques ou présentant des hyperglycémies, parce que du coup, on va éviter ces pics de glycémie. Au niveau des oxalates, lorsque les aliments qui sont riches en oxalates sont consommés en excès, ça peut effectivement réduire l'absorption durant la digestion de certains micronutriments et le risque de développer des calculs rénaux. Alors, il a été démontré par des études également que les personnes qui souffrent de troubles digestifs, comme des maladies inflammatoires de l'intestin, présentent un risque plus élevé de calculs rénaux d'oxalate de calcium, qui sont supposés être causés par une hyperabsorption d'oxalate. Donc là encore, ce sont chez des personnes qui souffrent de base de troubles digestifs, du coup qui vont présenter un risque plus élevé de fabriquer des calculs d'oxalate de calcium s'ils consomment en excès des aliments riches en oxalate. Il faudrait vraiment que vous en consommiez, mais uniquement ça. Donc je pense qu'on en est loin. Pour les phytates, les études montrent que les aliments riches en phytates peuvent perturber l'absorption du fer, du zinc et du calcium, mais qu'ils agissent comme un puissant antioxydant et que du coup, ils ont un effet bénéfique sur la santé. Donc globalement, la consommation des aliments riches en phytates ne pose pas problème s'ils sont inclus au sein d'une alimentation diversifiée et équilibrée et qu'ils sont correctement préparés. On y vient dans quelques minutes. Pour les personnes qui ont des carences en minéraux, si vous consommez des aliments riches en vitamine C ou en probiotiques, ça permet de contrer les effets des phytates sur l'absorption des minéraux. Voilà, donc ne vous privez pas de céréales complètes. Vous mettez des légumes lactofermentés et un kiwi en dessert et c'est bon, on peut y aller. Les tanins, alors au niveau des études, les tanins agissent comme des antioxydants et éliminent les radicaux libres. Donc, ils semblent jouer un rôle également clé dans la flore intestinale, dans notre fameux microbiote. Mais ils peuvent également réduire l'absorption du fer, du cuivre et du zinc. Donc, chez les personnes carencées, il est conseillé d'éviter de consommer des aliments riches en tanins, principalement le thé et le café. Ou dans tous les cas, de les consommer à distance des repas, de manière à ce que le tanin ne vienne pas interférer avec l'absorption du fer, notamment. Donc, par exemple, chez les personnes carencées en fer, on dit qu'il faut boire son café ou son thé pas après le repas, mais à distance du repas, de manière à ce que les tanins ne viennent pas switcher l'absorption des nutriments. Au niveau des goitrogènes, alors les goitrogènes, en fait, ils sont antioxydants, ils sont détoxifiants, pardon, et ils préviennent les cancers. Donc, tout cela, ça penche dans la balance bénéfice-risque, dans le bénéfice, uniquement si vous avez un problème de fonctionnement hormonal, thyroïdien, notamment chez les hypothyroïdiens et les personnes qui sont carencées en iode, il vaut mieux les limiter. Bien entendu, vous pouvez en manger, mais pas à tous les repas. Et les phytoœstrogènes. Donc, les phytoœstrogènes, les études récentes ont montré une réduction des symptômes de la ménopause et du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de syndrome métabolique, de diabète de type 2, de cancer et de troubles cognitifs. Ça fait quand même pas mal de choses bénéfiques. Alors, les phytoœstrogènes, bien évidemment, ils pourraient agir, et ça encore, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, ils pourraient agir comme des perturbateurs endocriniens et pourraient stimuler la croissance de certains cancers. Donc, dans le bénéfice du doute, les personnes qui ont eu un cancer de ce type, donc un cancer par exemple du sein qui est sensible aux œstrogènes, devraient limiter leur consommation de phytoœstrogènes. Mais globalement, l'inclusion de ces aliments au sein d'une alimentation variée et équilibrée semble être bénéfique en conclusion de ces études. Donc, comme vous le voyez, comme toujours, il n'y a pas de
bons ou de mauvais choix. Il y a une individualisation par rapport à chaque personne de son alimentation. Et lorsque l'on fait la balance bénéfice-risque, tous ces aliments sont bénéfiques pour notre santé. C'est quand même fou d'entendre dire à l'heure actuelle, non mais il faut arrêter de manger des céréales, des légumineuses, des fruits et des légumes parce qu'il y a des antinutriments. Non mais enfin, je suis désolée, avant de passer sur la suite, il y a quelque chose quand même qui me choque. À l'heure actuelle, on est en train d'inverser tous les codes. L'alimentation devient source de stress parce que tout peut potentiellement être dangereux pour notre santé, mais vivre, c'est dangereux en fait. Donc après, il y a une balance bénéfice-risque à faire. Vous ne pouvez pas avoir une alimentation parfaite, parfaitement saine, etc. Ce n'est pas possible, ce serait tellement ennuyeux. Et c'est quand même fou d'entendre dire que manger des fruits et légumes, en fait, c'est mauvais pour notre santé. Non, mais enfin, j'engage vraiment les personnes qui pensent ça à cause de tous ces antinutriments, etc., à se poser et à réfléchir un petit peu à ça, à faire des liens. On vous met tellement dans la tête des choses qui vous paraissent compliquées, on vous embrouille en fait, on vous donne trop d'informations, on complexifie la chose, et puis ensuite on vous donne une conclusion balancée comme ça, sans vous donner les tenants, les aboutissants, etc. Ne vous laissez pas avoir par toute cette industrie qui veut vous rendre la chose trop complexe pour ne pas que vous compreniez et que vous fassiez en fait ce qu'on vous dit de faire. Essayez vraiment de vous poser, d'aller chercher les études. Maintenant, les études sont traduites. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher les études, écoutez allez varier vos sources en fait d'informations. Ne restez pas sur une seule source d'information. Allez chercher des informations souvent contraires à ce que vous pensez pour essayer de vous remettre en question. Et c'est pas parce que finalement à la fin de tout ça, vous allez dire ah ben oui j'avais tort. Que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes idiot, ou voilà. C'est juste qu'au contraire, vous êtes extrêmement intelligent pour pouvoir vous remettre en question et pouvoir essayer de faire des liens. Bref, c'était encore une parenthèse, mais je trouve ça tellement fou. On en vient à l'heure actuelle à inverser totalement les principes et les bonnes choses. Et je trouve ça fou, en fait. Bref, je suis désolée. Je reprends le podcast. Et donc, on va arriver à quelles sont les méthodes pour essayer de limiter les méfaits de ces fameux antinutriments. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont extrêmement simples. Ça va être le trempage, la cuisson, la germination et la fermentation. Donc, vous allez voir, ça va être assez simple à comprendre. Donc, généralement, le trempage, à peu près 12 heures, la cuisson longue, la germination, sont des excellents moyens de désactiver les antinutriments. Je vais vous donner pour chaque classe d'aliments ce qu'il faudrait faire. Donc, prenez un stylo et notez. Les légumineuses, donc tout ce qui est haricots, pois, soja, lentilles, etc. Vous allez pouvoir les faire tremper 12 heures à peu près et ensuite les cuire à ébullition. Vous pouvez également les faire germer, donc sur un germoir, ou bien il y a plein de méthodes sur internet où vous n'avez pas besoin de les faire vous n'avez pas besoin de germoir. Pardon. Donc ça, c'est pour les légumineuses. Pour les céréales complètes, vous pouvez tout à fait les faire tremper et ensuite les faire cuire. Et du coup, ça suffit amplement pour diminuer la concentration en antinutriments. Pour les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les cacahuètes, vous allez pouvoir les tremper également à peu près 12 heures et même potentiellement les cuire. Et vous pouvez les laisser tremper assez longtemps de manière à ce que ce soit une micro-germination. Et là, ce sera nickel. Pour les graines, alors les graines de lin, de sésame, de courge, vous allez pouvoir les faire tremper et les faire germer. Donc de toute façon, si vous les faites germer, il faut les faire tremper. Donc vous pouvez les faire tremper et si vous voulez pousser le bouchon un petit peu plus loin, vous pouvez les faire germer. Et pour les légumes, alors vous pouvez consommer des légumes fermentés et avec une cuisson extrêmement courte, donc en vapeur ou vraiment wokée ou voilà, extrêmement courte de manière à garder, à préserver les nutriments. Alors si on va un petit peu plus loin dans toutes ces méthodes, le trempage, c'est une méthode qui est assez intéressante pour éliminer la teneur des antinutriments.
Et en plus, elle réduit le temps de cuisson, donc ça va vous permettre de préserver, les micronutriments qui seront, présents dans vos aliments. Donc idéalement, vos céréales et vos légumineuses, elles doivent être consommées après avoir été trempées dans de l'eau pendant 12 à 24 heures avant la cuisson. Hem Et en fait, si vous faites tremper, vos lentilles, votre riz, votre quinoa, vos haricots, ça améliore la biodisponibilité des minéraux, donc c'est-à-dire la capacité de notre organisme à, assimiler les, minéraux et également les protéines. Donc c'est très, très intéressant parce qu'on a quand même, une alimentation pour la plupart, des personnes carencées en protéines, donc c'est assez intéressant. Et si vous voulez des chiffres, faire tremper dans de l'eau, du riz, du soja, du maïs, sec, hein, bien évidemment, ça permet de réduire le contenu en phytate de 25 en moyenne d'après les études. Donc c'est quand même pas mal et puis du coup, on garde un petit peu de phytate pour son rôle antioxydant, donc c'est pas mal. Ensuite, au niveau de la cuisson, alors la cuisson, ça va agir sur les phytates, les tanins et les oxalates, des céréales complètes, des légumineuses et des légumes. Le temps de cuisson, pour réduire, ces antinutriments, il doit être à peu près de 15 minutes, pour réduire les niveaux d'antinutriments. Et la cuisson vapeur, elle est très, très efficace au niveau des oxalates. Donc, par exemple, encore une fois, hein, si vous voulez des chiffres, faire cuire pendant 1 heure vos lentilles vertes, va vous permettre de réduire les phytates de 20 à 80 par rapport à la dose, de base. Donc ceux qui sont, perturbés des antinutriments, voilà, vous faites bouillir, vos lentilles, vous les faites cuire, vous aurez quasi plus de phytates. La cuisson sous pression, alors elle est assez, efficace pour inactiver les, lectines. Et en fait, il serait, idéal de faire tremper vos aliments une nuit avant de les faire cuire, pour, superposer, hein, comme vous vous en doutez, les effets, de toutes ces méthodes. Alors, à préciser bien évidemment que la cuisson prolongée réduit la richesse nutritive des légumes, par exemple. Donc, par exemple, pareil, si vous voulez des chiffres, la quantité des antioxydants contenus dans le brocoli est réduite de moitié après 5 minutes de cuisson vapeur. Donc là, on est voilà. Donc c'est toujours ce que je vous disais, la balance bénéfice-risque. Si vous n'êtes pas sensible aux crucifères, aux goitrogènes, etc., minimisez le temps de cuisson. Si vous n'avez aucune pathologie thyroïdienne, vous n'êtes pas carencé en iode et que vous n'avez pas d'antécédents familiaux de maladies thyroïdiennes, bouffez votre brocoli à 2 minutes de cuisson vapeur, ça suffit. Il n'y a aucune raison de limiter les goitrogènes dans votre cas. Bien évidemment, si vous êtes en hypothyroïdie, vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, vous êtes carencé en iode, limitez ces aliments. Mais encore une fois, je dis limitez, ne les enlevez pas de votre alimentation. La germination. Donc la germination, c'est un des processus les plus efficaces pour réduire les composés antinutritifs au niveau des phytates. Donc en fait, cette méthode, elle va changer, mais littéralement, le contenu nutritif de vos aliments. Elle augmente la biodisponibilité des minéraux et des protéines. Et donc, par exemple, faire germer vos pois chiches ou vos lentilles vous permet d'éliminer 60 des phytates tout en préservant les minéraux. Donc, c'est vraiment une méthode un peu chouchou parce que du coup, en fait, ça va, la germination, ça va casser cette coque des complexes dont je vous parlais au début pour définir ce qu'étaient les antinutriments et ça va libérer tous les micronutriments qu'il y avait là-dedans. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et pour faire germer vos graines ou vos légumineuses, juste en fait, vous les faites tremper 12 heures, vous les rincez et ensuite vous les laissez soit dans un germoir, soit dans un récipient à l'air libre et vous les rincez 1 fois par jour en attendant que le germe apparaisse. Et là, vous pouvez soit les consommer crus, soit les faire cuire. Donc vous voyez, ça ne nécessite pas de matériel particulier, hein. Vraiment, vous pouvez faire ça avec un bocal de confiture. Enfin, c'est vraiment, vous avez toutes les méthodes sur YouTube et c'est accessible à tout le monde et vous allez voir que ça va changer la donne. Et enfin,
la fermentation. Donc la fermentation, elle va diminuer la majeure partie des antinutriments et elle augmente aussi, pardon, la biodisponibilité des vitamines et la possibilité d'absorber les minéraux. Donc c'est comme la germination, c'est très, très intéressant. La fermentation, c'est un peu plus compliqué à faire que, la germination. En fait, c'est un processus, dans lequel les sucres vont être oxydés pour produire de l'énergie et cette réaction, ça va permettre de réduire le contenu des antinutriments dans les plantes grâce à l'action de bactéries. Donc, les personnes qui sont intolérantes au gluten, la fermentation permet, par exemple, de réaliser le pain au levain qui rend le gluten plus digeste. Donc, par exemple, si vous êtes intolérant au gluten moderne, je dis moderne, et bien vous pouvez consommer tout à fait du pain au levain, au blé. Parce que, alors, ça dépend de votre niveau d'intolérance, hein, bien évidemment. Le mieux serait un pain au levain à la variété de blé ancien. Mais dans tous les cas, ça va rendre le gluten pardon, beaucoup plus digeste. Et vous pouvez consommer des légumes lacto-fermentés. Donc les légumes lacto-fermentés, vous pouvez les faire vous-même ou bien les trouver en magasin bio sous forme de bocaux. Il y a de nombreux avantages pour la santé, notamment au niveau de la flore intestinale. Si vous voulez un chiffre, encore une fois, si lors d'un repas, vous allez consommer des légumineuses ou des céréales complètes et qu'en même temps, vous consommez des légumes lacto-fermentés, ça va augmenter l'absorption du fer de 20%. Oui, 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 de 20%. Donc, voilà, j'espère que vous aurez compris que plusieurs choses déjà. Donc, que vous aurez compris ce qu'est un antinutriment, même si vous n'avez pas retenu les oxalates, les phytates, tout ça, c'est pas grave. Vous avez retenu ce que c'est, que c'est présent dans la majeure partie, enfin, c'est présent dans le règne animal, végétal. Oh là là, ça y est, c'est bon, vous voyez, genre 35 minutes de podcast, je bafouille. Donc, ils sont présents dans le règne végétal, qu'ils ont de nombreux bienfaits pour l'organisme, que consommer en excès, bien évidemment, ça peut, chez certaines personnes avec un terrain particulier, provoquer des désagréments, mais que pour la plupart des personnes qui ont une alimentation variée, équilibrée, de saison, avec des produits non transformés, eh bien, il n'y a aucun problème à consommer des céréales complètes. Et si vraiment vous avez un problème avec ces antinutriments, vous pouvez faire germer, vous pouvez fermenter, vous pouvez faire tremper, vous pouvez agir avec la cuisson sur vos aliments et cela va réduire la teneur des antinutriments tout en gardant certains qui vont pouvoir agir sur votre corps d'une manière positive grâce à toutes leurs propriétés probiotiques, antioxydants, etc. Donc voilà, et j'espère que vous aurez compris que il faut essayer de prendre du recul face à tout ce que l'on vous dit, toutes ces nouvelles données qu'on vous donne. Dès que les gens commencent à complexifier la chose, à vous dire non, mais en fait, le soja c'est pas bon, manger des céréales complètes c'est pas bon. Voilà, posez-vous des questions. Pourquoi ce serait pas bon en fait? Pourquoi je ne devrais pas manger des fruits et des légumes? Pourquoi ce serait mauvais pour ma santé? Essayez d'aller voir d'autres personnes qui n'ont pas la même opinion que vous. Essayez de confronter les idées et ensuite vous faites votre propre idée. Je vous dis pas de croire à 100% ce que je viens de vous dire, mais du coup, voilà, ça vous donne une autre vision de la chose avec d'autres données que peut-être vous n'aviez pas avant. Et du coup, ça vous permet à vous de faire les liens et de prendre votre propre décision et de vous faire votre propre opinion. Ne laissez pas les gens penser pour vous. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter. Ça commence à être suffisant. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré mes petits coups de gueule. Je vais vous souhaiter une belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, mangez des céréales complètes, des fruits, des légumes et des légumineuses. Faites-vous plaisir et on se reparle la semaine prochaine. Namaste!
Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.